Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Aujourd'hui, en ce début d'avril, je vous présente un nouvel unboxing des livres que j'ai reçus, des livres que je me suis achetés. Un tout grand merci aux auteurs et aux autrices qui me font confiance et qui m'ont envoyé leurs livres. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous présente ces livres. Vous pouvez bien sûr aussi toujours m'envoyer votre livre. Je serai très contente de faire une mini-chronique qui s'appelle « Les merci livres de Marie » et je serai très heureuse de les intégrer dans les unboxings de cette chaîne. C'est parti pour cette série de livres. Le premier livre que je veux vous présenter, c'est un livre de François Wathelet, La poésie des cicatrices. Alors, j'ai rencontré François lors d'un salon du bien-être. J'avais tout de suite repéré sa couverture, que je trouve magnifique. Et donc, j'ai continué mon tour et puis je suis revenue à son stand et j'ai pu un petit peu discuter avec lui. Et je dois dire que ses explications m'ont séduite. Alors du coup, j'ai acheté son livre, François Wathelet, La poésie des cicatrices. Alors, François vient de sortir un tout nouveau livre, donc je vous encourage à aller sur son réseau Facebook ou son réseau Instagram pour avoir des informations sur ce nouveau livre. Je vous lis la quatrième de couverture de celui-ci, François Wathelet, La poésie des cicatrices. Je viens de déposer le couvercle restauré sur la théière et je me surprends à l'apprécier, à l'aimer, avec la sagesse de celui qui considère la beauté naturelle, éphémère et imparfaite de l'existence, avec la fierté de celui qui regarde ses cicatrices dans un miroir et qui se trouve beau, avec la sincérité de celui qui ose enfin se sourire à lui-même. Alors, ce recueil de nouvelles est un ode à la résilience. Il rassemble des femmes et des hommes bagarrés par les tempêtes, autant de destins fragiles en quête de guérison. Grandiose, lumineuse, avec une densité émotionnelle rare, ces histoires témoignent des douleurs de l'intime, mais aussi d'espoir, celui de réussir à les affronter. Alors François Wathelet est né à Liège en 1991. Il s'est spécialisé dans l'art de la nouvelle. Ses récits mêlent réalisme et poésie pour aborder avec beaucoup de douceur et de finesse les thématiques humaines intenses et profondes. Après Bagage inconnu et Constellation d'un autre ciel, finaliste du prix Littéral 2024, il signe ici son troisième recueil, celui de la maturité. Voilà, un très chouette livre. Et François m'a conseillé de lire une nouvelle à la fois, donc de prendre ce livre par petites doses. Le livre suivant est un livre d'Amandine Landrieux. Alors, ça s'appelle La Dame au rat. Et donc, Amandine Landrieux a gagné le dernier concours PAL, celui du mois de mars. Et donc, vous verrez bientôt sur mes réseaux un Café avec Marie qui parle de ce livre plus longuement. Alors, il n'y a pas de concours PAL pour ce mois d'avril puisque j'ai fait des petites vidéos spéciales Poisson d'avril. Donc, il y aura un nouveau concours PAL au mois de mai. Alors, je vous lis la quatrième de couverture. Sénalina est une mana. En tant que telle, elle partage son esprit et son corps avec un animal, en l'occurrence un rat. Suite à une série d'actes de bravoure, elle est conviée à frayer avec les plus hautes sphères du pouvoir elfe. Mais c'est son compagnon d'armes qui en reçoit tous les mérites, alors qu'il n'est qu'un imposteur. C'est elle la véritable héroïne, c'est à elle que doivent revenir la récompense et la gloire. S'ensuit pour Sénalina une quête insensée pour récupérer ce qui lui revient de droit, quoi qu'il en coûte. Voilà, une histoire originale. La Dame au rat d'Amandine Landrieux. Le prochain livre est un très chouette livre aussi, donc c'est un livre de Gilles Brondel, Fleurs de Vietnam, histoire d'une enfance oubliée, avec une très chouette couverture. Alors c'est paru aux éditions Panthéon. Je vous lis la quatrième de couverture. Je m'appelle Hoa pour quelques-uns et Jacqueline pour bien d'autres. Je suis de sang mêlé, vietnamien, indien et chinois.
né et venu d'un lointain pays. Je ne suis pourtant qu'une seule personne, et n'ai qu'une seule vie. Je n'ai toujours vécu qu'au travers de l'amour que l'on me donne, celui que je reçois et que je redonne. Hoa Lam Thi a grandi dans les années 1940 à Cholon, près de Saigon, au Vietnam, en proie aux conflits les plus durs de communautés, de cultures et de nations. Délaissée par sa mère et ses proches, elle a cheminé au travers de la guerre de décolonisation grâce à l'amour réconfortant de sa grand-mère et de nombreuses rencontres inattendues. En tenant secret ce passé, comment Hoa a-t-elle trouvé les clés pour vivre et aimer jusqu'à la fin? En hommage à cette mère silencieuse, Gilles Brondel, fils cadet de Hoa, a plongé dans les archives familiales et reconstitué méticuleusement son itinéraire en Indochine pour remonter le fil de son histoire, faite de métissage et de renoncement. Alors ce sont des histoires comme je les aime, parce que c'est vraiment quelque chose de très authentique. En plus, ça raconte l'histoire d'un métissage et je suis moi-même métisse. Donc, je vais me plonger dans ce livre avec beaucoup de plaisir et je remercie l'auteur Gilles Brondel de me l'avoir fait parvenir. Alors, le livre suivant, c'est un livre tout à fait dans un autre genre. Vous savez que j'aime bien mélanger les genres. C'est un livre de Georgie Osvan, Isolde de Penmark, La lance de Dagda. Donc ça, c'est en fait un volume 2. Et donc, j'ai heureusement le volume 1 que l'autrice m'a très généreusement envoyé il y a de cela quelques mois. Donc, je vous lis les 2 quatrièmes de couverture. Donc, celui-ci, c'est Isolde de Penmark, mais la tapisserie du destin. Isolde de Penmark est un récit d'aventure et d'amour passionné qui conduisent les personnages à se confronter à des choix difficiles. Imaginons qu'à la suite d'un cataclysme de grande ampleur, les pays celtes soient séparés du reste du continent et qu'une société se soit développée avec ses propres technologies, une société où les architectes ont sauvé les habitants de la submersion. Une société où la classe sacerdotale des druides est confrontée à la concurrence d'une nouvelle religion. Imaginez une société où une jeune fille, future druidesse, voit son destin contrarié par de nouvelles règles particulièrement misogynes. Face à un monde qui lui est hostile, son combat sera rude, mais Isolde possède des armes puissantes et une qualité, la patience, qui lui permettra de modifier la tapisserie de son destin. Face aux héros mythiques que sont Tristan et Iseux aux blanches mains, semblent n'avoir existé que pour favoriser le destin des 2 amants. Cependant, désormais dénommée Isolde, elle se révèle en tant qu'initiée. Et cela fera toute la différence pour retrouver son chemin vers la liberté. Donc ça, c'était le tome 1. Et le tome 2 est sorti. Donc voici le tome 2. Je vous lis la 4e de couverture. Bannie de cette ère et de son statut par son frère aîné, Isolde de Penmark doit endosser la houppelande des cornets grises, condamnée à jamais à errer sur les routes. Cependant, elle doit répondre à l'appel de la reine Nuala, ne pouvant se dérober à cet ordre impérieux sous peine de malédiction. Isolde doit traverser des territoires en guerre où des ennemis mortels la traquent. Elle peut cependant compter sur ses compagnons de route. Dans un monde de haine et de fanatisme, ils combattent à ses côtés, usant de tout leur poids pour déjouer les pièges qui leur sont tendus. Qu'importe, puisque son âme sœur, Loarwen, marche à ses côtés sur sa route, Isolde avance sans faillir. Voilà. Alors, c'est paru chez Vlad Édition. J'ai déjà eu l'occasion de collaborer donc avec eux pour d'autres auteurs et c'est toujours avec un grand plaisir. Donc, Georgie Osvan, Isolde de Penmark, La tapisserie du destin et le 2e tome, toujours de Georgie Osvan, Isolde de Penmark, La lance de Dagda. Et je suis en train de faire un café avec Marie pour le 2e tome. Donc, à bientôt sur les réseaux. Toujours dans un autre genre, je vous présente une nouvelle œuvre de Fra Roberto. Alors pourquoi je dis une nouvelle œuvre? Eh bien c'est parce qu'en fait Fra Roberto a déjà sorti 51 ouvrages donc par rapport à son histoire.
Et ici, il a fait un hors-série. Donc déjà, dans les 51, il y a 6 hors-séries. Et donc ici, Fra Roberto donc, a écrit un livre, enfin une série de livres qui mettent en scène Kinoma. Et Kinoma est une demi-vampire. Alors ça s'appelle La chute des canines. Et je vous invite à découvrir la 4e de couverture. Une situation préoccupante se développe. En effet, il se passe partout en Europe des choses désagréables, des humains vampirisés et même des vampires tués sauvagement. Peut-être sont-ce des actes de vigilante. Mais Neil Tronche, qui dirige un service très secret de surveillance, commandité par les dirigeants vampires eux-mêmes, craint quelque chose de plus néfaste. Il y aurait bien une sélection des anarchisants et un chef charismatique, Gairo. Kinoma, jeune femme moitié humaine, moitié vampire, est-elle la mieux placée pour enquêter? Elle se trouve aussi investie de missions, agente secrète en quelque sorte. Elle n'y est pas seule. Roberet, prêtre quasiment défroqué, avec des traces de sang vampire dans les veines, lui aussi, lui est d'un immense secours. Malgré les menaces de son frère Romualdon, pervers et psychopathe, qui vient fausser le jeu, mais quand le vieux roi des vampires, Julius Jejowiczowi, ça y est, en château de Cracovie, sollicite personnellement l'aide de Kinoma et que son ami Zarzuela sombre dans la folie sanguinaire, la jeune femme ne peut plus ignorer la gravité des événements. Elle ira jusqu'au bout, aussi désagréable soit-il. Voilà, tout un programme. Voilà. J'ai eu l'occasion de faire un café avec Marie il n'y a pas très longtemps par rapport justement à Kinoma. C'est vraiment un personnage intéressant. Alors, vous savez que le style de Fra Roberto est tout à fait particulier. C'est un petit peu dans la même veine, on va dire, que les San Antonio et peut-être que... Voilà, c'est un style tout à fait spécial, mais franchement, moi je trouvais qu'en tout cas, l'héroïne ici était très intéressante. Et c'est une série de livres qui vaut vraiment la peine d'être découvert. Fra Roberto présente Kinoma, la demi-vampire, et celui-ci, c'est le premier livre, Le Chut des canines. Alors, le prochain livre est un coup de cœur, puisqu'il s'agit de L'horloge impériale de Fébroni Tsazis. Alors, Fébroni, on la connaît dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Elle a écrit en fait plusieurs livres autobiographiques, l'histoire d'une fille qui se passe dans la région de Charleroi, de très belles histoires. Et donc ici, elle a écrit avec l'édition Le Lion Zélé, enfin édité par le Lion Zélé, L'horloge impériale. Très belle couverture. Alors, je vous lis la 4e de couverture. En l'an 1898, l'impératrice Eugénie tente de soustraire au trésor public la perle d'Orient, dissimulée dans une horloge de voyage qu'elle confie à son amie Élisabeth d'Autriche, dite Sissi. Lorsque celle-ci est assassinée à Genève, la pendule disparaît. En 2015, à Bruxelles, le très minutieux et mal fagoté Augustin cache son attirance pour sa collègue, l'insolente Léna, indifférente et parfois féroce à son égard. Tous deux invités par le grand patron à Genève, Augustin a le cœur qui s'emballe à l'idée de partir avec elle. Ils découvrent une ville aux multiples secrets et sont embarqués bien malgré eux dans une enquête captivante qui ouvre les portes de l'histoire et mêle perles d'Orient, tentatives de meurtre, amour interdite et statues étrangement bavardes. Alors, Fébronistasis est issue de l'immigration grecque des années 50. Grâce à son institutrice, un véritable ange gardien, elle réussit ses humanités et devient architecte d'intérieur. Elle renoue avec les études à 48 ans pour se consacrer à l'humain et devient formatrice, coach en développement personnel, aussi bien en entreprise que dans le domaine de la réinsertion sociale. Quand la retraite sonne, elle ouvre l'atelier de Fée Brownie, spécialisée dans la création d'attrape-rêves et s'adonne à l'écriture de ses mémoires, de manuels de développement personnel ainsi que de romans mêlant fiction et histoire. Voilà, c'est en cours de lecture et en tout cas le début m'a vraiment beaucoup plu.
Pourtant, je n'ai pas l'habitude de lire des romans historiques, mais par contre, je connais bien Fébroni, donc je pense que ça va être vraiment génial. Fébronistasis, l'horloge impériale, aux éditions Le Lion Zélé. Le livre suivant m'a été envoyé par Olivier Papleux. Il s'agit de La Vénus de la vallée Mosane. C'est un roman. Je vous lis la 4e de couverture. Est-ce que je ne serai pas enceinte? Drôle de phrase, drôle de femme. Muet, j'observe son visage anguleux. Ève est une pierre laissée à l'état brut, aux pommettes et sourcils puissants, un être dont la préciosité se révèle dans la façon d'être et de penser. Mais Ève découvre que ses 3 aïeules directes sont mortes en couches. Le compte à rebours est enclenché. Soupçonnant une maladie portée par un gène d'origine néandertalienne, son mari et leur fils adoptif ont dit l'une pour sauver la femme et la maman de leur vie. Enquête génético-paléolithique nous menant de Namur au Moyen-Orient en passant par les Balkans et la Dordogne. La Vénus de la vallée Mosane interroge les origines et l'évolution de l'humanité. Agrégé en mathématiques, Olivier Papleux est également co-rédacteur du dictionnaire officiel du Scrabble. Il se passionne depuis toujours pour les cycles de la vie, le génome humain et le passé préhistorique de sa région. La Vénus de la vallée Mosane est son 6e roman. Voilà, donc c'est une histoire tout à fait originale. La Vénus de la vallée Mosane d'Olivier Papleux. Le livre suivant est un livre de Aurore Guégan aux éditions Baudelaire et ça s'appelle End. Je vous lis la 4e de couverture. Découvrez l'histoire émouvante de Loéline, une femme dont l'existence en apparence idyllique cache un passé douloureux. Malgré une carrière florissante, des liens d'amitié solides et une famille aimante, elle est rattrapée par des secrets longtemps enfouis. Ce roman captivant explore la puissance de la résilience et l'importance cruciale du soutien de ses proches. À travers les épreuves, Loéline apprendra que la libération vient souvent de l'expression de sa vérité. Une ode à la force de l'entraide, à la capacité de surmonter les ténèbres pour retrouver la lumière. Un récit qui résonnera avec ceux qui croient en la guérison par les mots et l'amitié. La plume bretonne de Aurore Guégan est nourrie dès l'enfance par des géants de la littérature jeunesse tels que J.K. Rowling et Pierre Bottero. Après avoir façonné des univers sur des forums RPG et exploré la poésie, l'autrice nous offre une œuvre où la richesse émotionnelle des personnages prime, témoignant de son évolution littéraire depuis ses premières lignes écrites à 14 ans. Avec ce premier roman publié, elle nous invite à plonger dans un récit où chaque personnage d'une humanité vibrante partage avec nous sa vulnérabilité et sa profondeur. Voilà un nouveau roman, donc End d'Aurore Guégan. Un autre livre que j'ai reçu donc quand j'étais au Salon du Livre de Bruxelles, c'est le livre Angela de Silvana Mincella, Guerrière de lumière, et c'est paru aux éditions Chloé Délice. Je vous lis la 4e de couverture. Avec Angela, Silvana Mincella signe son 10e ouvrage. Réalisme et ésotérisme se mêlent étroitement dans ce récit initiatique. Qui est Angela ? Une nuit de pleine lune, un bébé aux yeux clairs, le corps et le visage recouverts d'un voile de graisse, vint au monde dans un village de montagne où régnait la superstition et la sorcellerie. La famille tomba à genoux en s'écriant « Dieu nous a envoyé un ange ». Mais l'ange était une guerrière. Voilà tout un programme pour ce livre donc de Silvana Mincella, Angela, Guerrière de lumière, paru aux éditions Chloé Délice. Alors, le livre suivant, c'est encore un livre que j'ai acquis donc, quand j'étais à la foire du livre de Bruxelles. Il s'agit d'une rencontre, je ne connaissais pas du tout l'auteur. Il s'appelle Eric Oliva et donc il a écrit De l'or dans les veines. Il a écrit d'autres livres. Celui-ci est édité par Des livres et du rêve.
Je vous encourage à aller retrouver l'auteur Eric Oliva sur les réseaux sociaux et de manière à voir ses autres livres. Je vous lis la 4e de couverture de celui-ci. Dans l'arrière-pays niçois, les membres de la PJ enquêtent sur une série de meurtres sordides, une des affaires les plus perturbantes de leur carrière. Plusieurs femmes sont assassinées, les corps exsangues sont mis aux enchères. Meurtre en série, sacrifice humain, aucune piste ne peut être écartée. Découvrez le nouveau thriller d'Eric Oliva. Fort de ses 30 ans à la PJ de Nice, Eric nous balade brillamment dans les bas-fonds de l'âme humaine avec un réalisme impressionnant. Du grand Eric Oliva. Alors, je confirme parce que Michel, mon mari, qui adore les policiers, me l'a tout de suite emprunté et je dois dire qu'ici, j'ai dû aller le récupérer de force parce qu'il est en train de le lire et il adore. Donc, Eric Oliva, De l'or dans les veines, paru aux éditions des livres et du rêve. Franchement, je vous conseille ces livres qui sont d'un très grand réalisme. Un autre livre que j'ai reçu, j'aime beaucoup la couverture, c'est un livre de Anne Marion, La fille de Java. C'est paru auprès des éditions Les Trois Colonnes. Je vous lis la 4e de couverture. Jakarta. J'avais juste 5 ans. Je me souviens très bien de ce jour, de cette foule grouillante, de ce fleuve immense qui traversait la ville. Je me baladais avec ma mère au milieu des marchés flottants et au bord des berges, une main tenant mon parasol et l'autre serrée dans la main de maman. Je humais les odeurs âcres de cuisine, celles des camelots ambulants. J'entendais les rumeurs de la ville et le joli et lancinant tintamarre javanais des spectacles de rue. Ce fleuve, le plus long de Java, le Citarum, servait à tout. Lieu pour se laver, lieu pour laver les légumes, lieu pour laver le linge, et même lieu pour jouer, manger, prier, un lieu de vie. Au travers d'expériences personnelles atypiques, heureuses et malheureuses, cette petite fille construit la vie, avec nostalgie certes, mais avec une volonté insatiable de transmission. C'est une histoire d'héritage, de destinée retraçant 70 ans de vie, avec ses hauts et ses bas, ses ombres et ses lumières. Mère de 3 enfants adoptés, grand-mère et enseignante à la retraite, Anne Marion dénonce par ses articles et cartes blanches à la presse la difficulté d'être enseignant aujourd'hui en raison d'une perte de valeur. À 71 ans, elle signe ce récit autobiographique. C'est un livre qui m'a été remis ici à la foire du livre de Bruxelles. Voilà. Donc, Anne Marion, La fille de Java. Un très beau récit autobiographique. Et last but not least, en fait, un livre que j'ai également reçu lors de la foire du livre de Bruxelles. Son autrice est venue me parler et elle m'a, comme ça, proposé de prendre son livre et j'avoue que j'ai été extrêmement touchée. Il s'agit de Catherine de la Salle. Elle a écrit ce livre qui s'appelle Du miel, du feu, du noir. Et donc c'est un livre qui contient des textes et des poèmes. Je vous lis la 4e de couverture. Du miel, du feu, du noir. Le syndrome de Tourette accompagne Catherine depuis sa petite enfance. La poésie, la musique, le mouvement seront sa médecine. Ce livre est un voyage dans le temps et l'espace et en compagnie de ceux qu'elle considère comme les chamans de l'Occident. Ce livre est un livre de remerciements aux fous qui m'ont pris la main, à la vie et à ses mystères. Née à Paris, Catherine est chanteuse et poète, auteure de 7 albums. Son parcours et sa rencontre avec la méthode Feldenkrais lui ont permis de développer une approche globale du corps et de la voix. Elle vit actuellement à Bruxelles et continue à chanter, écrire et composer et accompagner d'autres à oser leur voix et oser leur voix. Vous pouvez retrouver son actualité sur son site internet, donc catherinedelasalle.be. Voilà un très beau livre aussi, avec une très chouette couverture. Alors comme d'habitude, je vous présente les livres dans l'ordre inverse où je vous les ai présentés. Catherine de la Salle, Du miel, du feu, du noir.
Éric Oliva, De l'or dans les veines, paru aux éditions des livres et du rêve. Anne Marion, la fille de Java. Angela de Silvana Mincella, Guerrière de lumière, paru aux éditions Chloé Délices. End, Aurore Guégan. La Vénus de la Vallée Mosane d'Olivier Papleux, un roman. Mon coup de cœur, L'horloge impériale de Fébroni Tsassis. Un roman différent, mais qui vaut la peine d'être découvert. Fra Roberto présente Kinoma, la demi-vampire, le Ch des canines. C'est le tome 1, mais il y en a plusieurs. Georgie Oswald, Isolde de Penmark, La lance de Dagba, paru chez Vlad Éditions. Et ça, c'est son premier tome, La tapisserie du destin, également chez Vlad Éditions. Fleur de Vietnam, Gilles Brondel, Histoire d'une enfance oubliée. C'est paru aux éditions Panthéon. La Dame au rat d'Amandine Landrieux. Et enfin, La poésie des cicatrices de François Wautelet. Et voilà, nous voici à la fin de ce nouvel unboxing. J'espère que vous avez pu apprécier la présentation de tous ces livres. Si vous voulez que je présente votre livre, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail naomititov@gmail.com. Et vous pouvez également nous retrouver sur le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Et n'hésitez pas à commenter sur cette vidéo ce que vous avez pensé de ces différents livres. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres aventures littéraires. Bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Un tout grand merci et à bientôt. Bien sûr.